Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot, ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop, et que j'allais tout faire, pour atteindre mes rêves. Est-ce que tu sais twerker? Non. Est-ce que tu sais twerker? Non. Bonjour et bienvenue dans À défaut de twerker, le hors-série qui s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques et politiques du foot féminin. À défaut de savoir twerker, mes invités savent jouer au foot et en parler. Mais avant d'écouter l'interview, je vous propose un petit point actu. Le mondial, les dernières infos. Il y aura un avant et un après Coupe du Monde. Le patron de la FIFA tire le bilan de ce mondial 2019 en France. Il est dithyrambique. Gianni Infantino veut maintenant s'attaquer aux différences de salaire entre les hommes et les femmes dans le foot. En revanche, il n'adhère pas à l'idée de Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, qui proposait d'organiser une Coupe du Monde féminine tous les 2 ans et pas tous les 4 ans. En tout cas, le succès populaire n'est plus à démontrer. 74%, c'est le taux de remplissage moyen des stades sur l'ensemble des rencontres, alors que la FIFA s'était fixé un minimum de 56%. Paris réussit également à l'international. La fédération voulait attirer les étrangers. Nous avons accueilli 15 000 supporters et supportrices néerlandais, plus de 20 000 Américains, beaucoup d'Anglais et de Suédois. Les belles paroles de la FIFA n'empêchent pas la capitaine américaine de pousser un coup de gueule. Megan Rapinoe a dénoncé un manque de respect de la part de la FIFA pour le football au féminin. Elle estime que la finale du mondial n'aurait pas dû avoir lieu le même jour que les finales de la Copa América pour l'Amérique du Sud et celle de la Gold Cup pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, 2 compétitions masculines. Ce n'était pas arrivé depuis 2003 dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine de football. Les 2 équipes en finale étaient dirigées par des femmes, Jill Ellis pour les États-Unis, Sarina Wiegman pour les Néerlandaises. Et les femmes sélectionneuses étaient minoritaires dans ce mondial, à peine un tiers des équipes engagées. Et pourtant, depuis 16 ans, toutes les vainqueuses du mondial étaient dirigées par des femmes, à l'exception du Japon en 2011. Au niveau mondial, seulement 7% des coachs de clubs sont des femmes. En France, il n'y a que Elisabeth Loisel, Corinne Diacre et Sarah Mbarek. Cette sous-représentation s'explique par des discriminations et parfois du harcèlement contre celles qui sont tentées par cette carrière, d'après un rapport de 4 universitaires qui ont enquêté auprès d'une quinzaine de sélectionneuses internationales. En France, dès septembre, la fédération va mettre en place un certificat spécial pour former les anciennes footballeuses et leur donner une chance de devenir entraîneuses. Et si l'on faisait des équipes de football mixtes? C'est la proposition de Ségolène Royal, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, estime que ça remettrait en cause les discriminations, inconscientes ou pas, sous prétexte que le sport féminin est un sous-sport. Mais c'est après que ça dérape. Ségolène Royal s'emballe en parlant des footballeuses françaises, véritable modèle pour les petites filles parce qu'elles sont fortes, efficaces et féminines. Elles ont gardé les cheveux longs, elles sont maquillées, c'est extraordinaire, lance Ségolène Royal. De quoi faire grincer des dents toutes les joueuses qui se battent pour qu'on respectent leur talent sportif, pas leur plastique. Ce n'est pas le mondial, c'est à l'Olympique lyonnais. Le club est mis en cause pour discrimination par la famille d'une adolescente harcelée par un entraîneur puis écartée du centre de formation. Une enquête est en cours pour proposition sexuelle à mineurs de 15 ans. L'un des coachs est dénoncé par 2 joueuses de l'équipe des moins de 16 ans pour des textos, des conversations et des gestes qui relèvent du harcèlement sexuel. Convoqué par le club, l'entraîneur a démissionné, mais les faits datent d'il y a 1 an et il n'a toujours pas été auditionné par la police. L'une des ados qui a parlé a été écartée de l'équipe pour raisons sportives, dit le club, mais les parents de la joueuse n'y croient pas et assignent l'OL au civil devant le tribunal de grande instance de Lyon. Cette affaire met aussi en lumière que les jeunes filles qui jouent au foot ne bénéficient pas du même encadrement législatif et des mêmes contrats que les garçons qui ont, eux, plus de protection. Hello, c'est de nouveau Adèle. On se retrouve aujourd'hui pour la 2e partie de l'épisode autour des footballeuses engagées. Pour rappel, dans la partie 1, les invités ont évoqué la peur que peuvent ressentir les joueuses face à d'éventuelles prises de position politiques en lien avec les disparités de genre. Dans cette 2e partie, vous allez écouter les questions du public et les réponses des intervenantes évidemment. Belle écoute. Marine, du coup, c'est l'occasion de présenter Marine, qui est coprésidente des Dégommeuses, là-bas au fond. Merci pour vos interventions, c'était hyper intéressant. J'en profite pour rebondir et sur ce que tu as dit Véronica et sur ce que tu as dit Candice, qui est hyper intéressant, notamment sur le fait que l'équipe de France semble être hyper contente de tout ça et qu'il n'y a rien qui dépasse, et l'émotion qu'on a pu voir, Candice, qui est assez émouvante, que tu nous as donnée aujourd'hui, et sur le mot que tu as dit de la peur qu'elle pouvait avoir.
Et quand il y a de la peur, nous, quand on est avec les dégommeuses, on se dit bon bah ok, comment lever cette peur, comment lever les barrières. On se dit bah voilà, si quelqu'un ne peut pas venir jouer à l'entraînement parce que c'est trop loin, et ben on va lui payer un Navigo. Si elle a pas ses équipements, on va aller à Decathlon, on va acheter des... En gros, ma question c'est pourquoi cette peur, comment les lever pour que enfin on ait des joueuses qui soient un peu plus conscientes de l'impact qu'elles peuvent avoir, un petit peu plus politiques, parce que effectivement, moi je regarde énormément du côté de l'équipe américaine qui sur plein d'événements, que ce soit sur Megan Rapinoe qui est plus militante jour après jour, qui est plus out jour après jour, qui est impressionnante, et même toute son équipe, Alex Morgan, qui est à la une du Time sur le Equal Pay, elles sont allées en procès contre leur propre fédération. En gros, comment lever ces peurs sans aller jusqu'à copier l'équipe américaine? Comment faire? Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Le soutien. Enfin, je pense que la seule chose qui peut faire, aider l'équipe de France et les femmes, et j'allais dire, c'est pas que l'équipe de France finalement, parce que ça se décline dans les clubs et ça se décline même chez les petites. Enfin, finalement, il faut faire la place, aux filles dès le plus jeune âge, et puis normaliser la place des filles et qu'elle soit légitime. La visibilité, ça passera par ça. Enfin voilà, à partir du moment où économiquement on pèse pas très lourd, bah voilà, enfin je veux dire, les sponsors ils viennent parce qu'il y a la Coupe du Monde et parce que c'est en France et que ça attire les caméras et les micros. On n'a jamais été autant sollicité de notre vie en tant qu'ex-joueuse. Enfin, à un moment donné, moi je suis exténuée du marathon médiatique. Et ça veut dire parce que les filles aussi, elles sont concentrées et c'est très bien parce qu'elles sont ultra sollicitées. Ada Hegerberg, elle a été ultra sollicitée après son ballon, le ballon d'or, et que tu l'as vu après, elle était exténuée sur les terrains, elle était fatiguée. On avait vraiment senti qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Je pense que l'institution, c'est le plus important, et l'institution pour l'instant n'a pas solidifié la place de la femme dans le football. Pour moi, c'est eux. Quand la FIFA note Coupe du Monde féminine de football et quand il note à côté Coupe du Monde de football, bon, enfin, il y a un sujet de place. Il y a un sujet de place et qui est lié à l'économie de toute façon. Donc, je pense que les médias vont avoir un rôle à jouer. Je pense que nous, on a un rôle à jouer. Et puis, tout le monde a un rôle à jouer. Et je pense que peut-être qu'il faut que les actrices aussi prennent la parole et les joueuses. Moi, là, on était, par exemple, moi, je vais faire le retour terrain sur ce que tu disais aussi, Nicole. Donc, je suis éducatrice des petites. Alors, pourquoi? Parce que, effectivement, la base, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je suis là-haut, mais je suis aussi en bas. Et c'est toujours intéressant de transmettre certaines valeurs et surtout, pour le coup, à des petites filles. Donc, elles ont 6 à 9 ans, voire 5 ans. Et ça, elles sont revenues là d'un plateau samedi dernier et elles me disent: Christine, t'as vu, ils m'ont donné coach, ils m'ont donné un album, mais c'est des garçons. Et là je me dis mais voilà, les institutions ne font pas ce qu'il faut. Et on est à l'aube de la Coupe du Monde. Il y a un album Panini qui existe au féminin. Voilà, on peut le décliner dans les clubs et il n'est pas mis à disposition. C'est pareil pour tous les goodies, équipe de France. Je demandais des flyers, je demandais des affiches. Il faut les télécharger et les imprimer. Voilà. Et ma difficulté aujourd'hui, moi, c'est qu'on est dans une ville où le stade a été totalement détruit. Et donc, nous, on avait nos bureaux, nos lieux de stockage, tout, mais on n'a pas été relogés. Donc, je n'ai ni imprimante, pourtant, je suis un club de D2 féminine, je suis voilà, de l'élite, hein. Faut que je me batte, parce que je suis là, ça continue, mais je me dis, je m'en vais demain, voilà, qu'est-ce qui restera, et ce sera pas pérenne. Donc, je ne pars pas pour le rendre pérenne, mais toute la difficulté, elle est là. C'est cette Coupe du Monde qui est là. J'espère que derrière, ça va s'enchaîner et qu'il y aura il y aurait des vraies volontés politiques qui se mettront en place. Mais ça peut être possible. On le voit à Bordeaux. À Bordeaux, il y a Ariel Plaza, dans sa mairie, elle est élue au sport. Et ben, à chaque créneau qu'elle donne aujourd'hui à un sport masculin, elle donne la même à égalité au féminin, quoi. Mais c'est la seule. J'en ai pas entendu d'autres aujourd'hui qui font la. Alors on peut, voilà, mon élu m'en parle. Hein, ouais, je l'ai vu, votre copine. Je dis ouais, ben oui, mais ça bouge pas. Donc il faut se fédérer. Alors voilà un peu mon constat aussi, c'est que dans les minorités, parfois où il faut être solidaire et se fédérer, on se divise. Mais dans n'importe quel
n'importe quel champ d'action, la santé, le sport, voilà. Et vraiment, on est dans une situation aujourd'hui où je me dis que si on se fédère pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de pérenniser toutes ces histoires. Alors effectivement, il y a les jeunes, mais ça va prendre du temps. Donc en attendant, essayons de construire ensemble, toutes et tous, les choses pour que effectivement il y ait une visibilité un peu plus importante pour l'accès au sport et au foot au féminin. C'est moi la plus âgée, je pense, ici. C'est moi qui ai commencé à jouer au foot il y a plus longtemps. Vous savez, à mon époque, on était dans un silence encore plus violent parce que nous, vraiment, cette peur, c'était tout le temps qu'on l'avait de pas jouer. En fait, notre truc à nous, c'était juste qu'on nous laisse rentrer sur le terrain, qu'on nous laisse jouer. Même, on espérait avoir une compétition. J'ai connu le premier championnat de France, on n'avait rien. Alors, vous dire ça pour vous dire, c'est normal qu'elles aient peur aujourd'hui, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que dans celles qui pourraient être porteuses d'une parole revendicative, constructive, voilà. Elle va pas passer toujours comme à chaque fois pour les méchantes féministes, parce que à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est estampillé. Mais elles n'ont pas encore aujourd'hui toutes le même statut. C'est-à-dire que certaines sont emblématiques, ont des niveaux de vie très certainement et une visibilité qui leur permettrait cette prise de parole, mais dans le côté fédéré, on se retrouve avec des équipes dans ce championnat de première division où à l'intérieur des clubs, je pense que c'est encore comme à mon époque, avec des dirigeants qui prennent leur voiture, avec des repas qui sont payés un peu par-ci par-là. Je caricature un petit peu, mais je pense que c'est ça. Et donc, je voulais juste vous partager ça avec vous pour que on ait de l'indulgence malgré tout pour ces joueuses-là qui portent un lourd fardeau. Par contre, sur ce qui se passe aujourd'hui, elles sont face à des médias qui n'ont pas été préparés. Elles ont des injonctions qui sont paradoxales. Peut-être qu'on leur met un peu la pression. Là où je regrette, parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu sur Twitter, je regrette qu'elles aillent dans un sens, à mon avis, excessif, en parlant de choses qui n'ont rien à voir avec le football. Voilà. Et moi, j'aurais aimé qu'elles résistent à ce discours de l'ultra-féminité, et j'ai mon copain, et j'ai ci, et j'ai là, parce que là, du coup, elles alimentent un moulin qui est un moulin stéréotypant et qui fait peine, quoi, qui fait frein. Donc, elles auraient pu passer à côté de ça, mais je leur pardonne d'avoir peur et de ne pas toujours aller à une parole plus directe. Moi, qui génère la peur en réalité? Parce que c'est vrai que la bénédiction peut venir des instances, peut venir des clubs et des structures, des différentes structures qui gèrent ce football-là. Mais la peur, elle est générée par les instances elles-mêmes. Et en ce sens, moi, je me rappelle cette campagne-là qui j'avais été choquée. De voir les filles à poil, les mains sur les seins, et dire est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour que vous veniez nous voir. Alors là, je dis non, c'est une blague, c'est le Gorafi. Vraiment, ça m'avait tuée parce que je me suis dit non mais c'est contre-productif. Non seulement d'abord on n'a pas envie de plaire sportivement et médiatiquement aux hommes. J'aime pas les figues, j'en mange pas. Si quelqu'un qui n'aimerait pas le foot joué par les filles, qui trace sa route. Déjà, on n'est pas obligé de réunir tout le monde sous prétexte que le football est l'opium du peuple. Mais voilà, c'est ce genre de peur qui est générée à l'intérieur du système qui fait le plus peur finalement. Et quand l'année dernière, nous on était autour du monde et qu'on voit passer la grève des joueuses de Guingamp, je dis tiens, un élan, une étincelle, ça va prendre et peut-être que toutes celles qui réclament une homogénéité du championnat, à savoir notamment les joueuses de Lyon et du PSG, vont suivre puisque l'homogénéité elle viendra si les joueuses ont plus de moyens. En tout cas, si le gap entre les deux niveaux du championnat se réduit, vont suivre. Et puis, il va y avoir peut-être une pétition. Et pourquoi pas, les 12 clubs vont la signer. Et puis, les 120 joueuses, etc., etc. Et feu de paille. Ça, dès le lendemain, il n'y avait plus aucune info à ce sujet. Apparemment, on leur avait donné 40 € de plus, donc ça suffisait. Mais voilà, et enfin moi ce qui me fait peur c'est ça en fait, c'est de voir ce type de pratiques là et évidemment de ne pas les voir réagir. Après je suis aussi tolérante et je comprends parce que peut-être que il y a des jeunes, on voit Marika Toto qui est désemparée face aux médias parce qu'on lui apprend pas et qui sait pas comment sauver sa peau. C'est vraiment de l'ordre de sauver sa peau. Et les autres, voilà, là en plus on accueille dans cette équipe de France une nouvelle génération qui est encore plus démunie que celle de l'époque de Soubeyran, d'Abili, de Bonpastor qui avait vécu cette frustration de nos débuts
on aurait dû prendre la parole déjà au début de la construction. Maintenant, on a laissé s'installer un système et on demande à toutes les joueuses d'applaudir des deux mains, pas plus. Donc c'est vrai que maintenant il faut déconstruire. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'Itamis Soccer, avant qu'on en arrive au point de déconstruire le foot business chez les filles. Donc on est en train de passer des steps, jusqu'où ça va aller. Il faut acter, les instances doivent acter, mais tout le monde doit en être conscient, et les actrices en premier. Moi, j'ai été punie. Hein. Moi, mon procès, j'ai été punie pour toute ma vie. Hein. Moi, mon rêve, c'était de faire du football mon métier. J'ai des diplômes d'entraîneur. J'ai passé mon dernier diplôme avec Didier Deschamps. J'entraîne pas aujourd'hui. Je suis professeur de sport, cadre supérieur dans le ministère des Sports. J'aurais pu être professeur de sport SCTR. On m'a jamais donné le poste. J'ai été reçue par Aimé Jacquet dans son bureau au château, qui m'a fait comprendre que, voilà, c'était non. Voilà, j'ai été punie. Je viens d'envoyer une lettre, là, il y a 1 an, au LOC, en lui disant, je vous offre 6 mois de ma vie, je prends tous mes congés, gratuitement. Je viens de travailler pour vous, donnez-moi à faire n'importe quoi pour la Coupe du Monde. Je viendrai à genoux. J'ai jamais eu de réponse à mon courrier. J'ai proposé le baby-foot mixte. Je leur ai dit, prenez-le. Ils m'ont dit, on le prend, mais on vous prend pas vous. D'accord? La punition, elle est là. Et je ne travaillerai jamais dans le football, dans ma fédération, pour quelque chose que j'adore, et j'aurais donné ma vie pour ça. Alors, la peur, c'est ça aussi ce qu'elles ont. Parce qu'elles, maintenant, non seulement elles ont peur de ne pas jouer, elles ont peur de leur image, parce que d'avec leur image, maintenant, elles ont des followers sur Twitter, sur Facebook, elles font du business et elles vont faire leur métier derrière. C'est-à-dire qu'elles préparent aussi leur après-carrière. Et qu'on est dans une société qui ne tolère pas grand-chose en termes d'affichage. On n'est pas aux États-Unis où le coming out se fait aussi facilement. En France, c'est pas comme ça. Et les sanctions, elles sont là. Et elles ont peur de ça. I think the philosophy of football is it's a team sport. So if you are going to stand out from the team, you have to be a star. And this is one reason why it's difficult for players to speak out on other topics, because in the governance of the game, in the club, in the federation, this idea that we should all be a team, we should all stick together, we should all be one, still runs through their minds. Alors Moya dit que vraiment ce qui domine, c'est quand même l'esprit d'équipe dans le foot, et que avoir des prises de parole individualisées, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu par les joueuses. And also, you have to remember that federations are monopolies. If you don't like the federation, you can't just become a German and go and play for Germany. You know, you don't choose your teammates, you don't choose your coach, you don't even choose your country, really, but they choose you. So all of the power is coming in the other direction. Donc, Moya dit aussi que, voilà, que notamment les équipes nationales, elles ont le monopole. Tu ne choisis pas ton pays, tu ne choisis pas tes coéquipières, tu ne choisis pas ton entraîneur, donc ça fait des conditions particulières. But I think what we have to work on is improving the system. And sometimes the voices that have no voice inside the system, well, they can never speak. So those who can speak must speak, because always remember that often those who need to speak cannot. And when I was inside the board of FIFA or AFC, I felt I had to speak for those who were not represented in the room. You know, the women in Iran who couldn't go to stadiums, they were not in the room. They were not represented by the Iranian Federation either. And all of the women's football players were not really represented in the room. So if you are there, you have to speak up for them. In the same way, if those players cannot speak up, if they don't have a union or they don't have a collective voice, then those who can clearly see the shortcomings of the systems should speak up and try and correct those systems. No, it's gonna be okay. Ceux qui ont souvent le plus besoin de parler sont ceux qui n'ont pas la possibilité de parler parce qu'ils sont même pas représentés là où
justement les gens parlent. Donc la question, c'est que quand on a un minimum de positions de pouvoir, il faudrait pouvoir parler pour ceux qui n'ont justement aucune voix. Et c'est ce que Moya a fait quand elle était notamment à la FIFA, parce qu'évidemment, si elle reparlait aussi du cas des Iraniennes qui ne peuvent pas aller au stade, évidemment, elles ne sont pas dans le comité directeur de la FIFA. Et ils ne sont pas d'ailleurs, ils ne sont pas dans d'autres instances de décision non plus. Donc la question, c'est comment changer les systèmes et comment on peut, lorsqu'on a un pouvoir, le mettre à disposition de ceux qui ne sont pas représentés. Bonsoir. Une question qui me vient parce que je suis un petit peu le football plutôt masculin depuis longtemps et je vois la dérive financière, la dérive. Et je me dis, est-ce que le foot féminin à terme va suivre le même mouvement, la même logique? On n'en parle pas, mais je ne sais pas ce qu'il existe. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de dopage aussi dans le football féminin? Je ne sais pas si j'ai jamais entendu parler, je ne sais pas. Voilà, donc c'était un peu la question, c'était de savoir est-ce que vous pensez être à l'abri des dérives du football masculin, on va dire. We have to commercialise, I think, but we also have to avoid the major problems that men's football has faced. So I think we shouldn't just copy everything and all the structures and all the patterns and all the systems in men's football, but we should think what is the best for the growth of the game, the women's game, because we have an opportunity to do things differently. On a dit qu'effectivement, il ne faut pas copier le modèle du foot masculin. On a la possibilité de faire autre chose, et c'est ça qui est intéressant au final. Je fais le lien avec Ada Hegerberg, je ne sais plus qui a évoqué ça, enfin vous l'avez évoqué plusieurs fois. Elle s'oppose finalement, elle boycotte la Coupe du Monde par rapport aux revendications que son équipe a par rapport à la fédération norvégienne. Selon vous, est-ce que le fait de boycotter la Coupe du Monde est judicieux? Parce que finalement, elle ne profite pas de la médiatisation qu'il y a. Et du coup, sa voix finit par être balayée. Et en fin de compte, bon là, elle va être, je pense, consultante, mais même pas dans son pays. C'est-à-dire que je pense qu'elle est consultante sur une chaîne française. Je me dis, finalement, elle aurait pu porter la voix de pas mal de footballeuses. Et aujourd'hui, c'est balayé. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'interpelle, en fait. Moi, je suis pro Ada Hegerberg et pro sa décision parce que je trouve que, en fait, c'est nous qui devons nous emparer de sa décision. C'est la fédération norvégienne qui se punit via sa décision. C'est pas elle qui se punit de ne pas participer à un mondial. Elle se punit, évidemment, mais elle l'assume. Et c'est tellement rare de voir une décision si forte pour une Ballon d'Or qui vit football, qui mange football, qui respire football, de s'asseoir sur une compétition de niveau mondial avec une sélection en plus qui tient la route et qui pourrait battre les Françaises si elle était là. Non, j'ai parié, j'ai mis un petit billet. Non, mais enfin, je pense que ça commence par là et je veux dire que c'est en réaction et c'est encore une fois en réaction la décision et c'est important qu'elle soit suivie et qu'elle soit en tout cas soutenue par ça aurait été bien par sa sélection, ça aurait été bien d'aller jusqu'au boycott, mais en tout cas par la société civile. Elle demande l'égalité des salaires, enfin en tout cas d'avoir des salaires décents en sélection. Mais bon, on n'a pas fait comme aux États-Unis dans les années 70, Billie Jean King, Time 9. Voilà, c'est un combat sur un sport individuel, aller sur un sport co. Sincèrement, je comprends le point de vue et moi j'entends toutes les opinions. J'aurais pas pu, moi. Moi, vous m'arrachez le cœur et pourtant je me bats et je suis militante. Mais j'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait. Je ne peux pas. Louper une Coupe du Monde, j'aurais pas pu. Voilà, je vous le dis franchement, j'aurais pas pu. Alors, je trouve que c'est extraordinaire. On peut voir les deux aspects, les deux côtés de la médaille. Voilà, il doit y avoir du pour et du contre de chaque côté. Mais pourtant, voilà, vous m'avez entendu, j'aurais pas pu. Il y a eu Abby Herzeg, la joueuse Néo Z, qui est partie de sa fédération pour les mêmes raisons. Capitaine de Seattle en National Women's Soccer League quand même, donc c'est du gros niveau. Ils se sont passés encore une fois d'une des meilleures joueuses des Néo Z. Et elle en est revenue puisque l'égalité des salaires et des conditions de voyage, en tout cas en ce qui concerne la sélection, a été votée et actée. Donc comme quoi ça fait son chemin, même si c'est une individuelle au départ, ça fait son chemin. Bonsoir. J'ai deux questions en fait. Donc vous avez beaucoup parlé de la corruption de l'institution, notamment de la FIFA. Donc je me demande si ce combat
pour la visibilisation des femmes, c'est spécifique au football ou est-ce qu'il y a la possibilité de fédérer avec d'autres sports? Et aussi, pourquoi vous avez du mal avec le terme football féminin? Parce que c'est du foot, c'est le même sport pour les garçons et pour les filles, donc c'est un peu bizarre de mettre un qualificatif derrière le foot lorsqu'il est pratiqué par les femmes et pas de parler de football masculin lorsqu'il est pratiqué par les hommes. C'est juste cette logique-là. Alors j'ai été chargée de mission nationale avec Marie-Jo Buffet sur le sport féminin. Voilà, en tant que footballeuse, je l'ai rencontrée à l'époque du procès justement. Et on a essayé effectivement avec la ministre des Sports, et on revient à la notion de politique, de mettre en place toute une politique transverse sur l'ensemble des sports, sur l'ensemble des champs, sur l'insertion, sur le coût de la licence, sur le CNDS, enfin tout. Elle a voulu traverser tous les champs de la pratique sportive féminine et faire en sorte de la porter. Derrière ça, le problème, c'est qu'une ministre, elle passe. Les présidents de fédération restent. Et c'est Marie-Georges Buffet qui me l'a dit. Elle m'a dit, tu sais, Nicole, quand je rentre dans cette salle et que je vois que des costumes, 100% de costumes, quand elle voit les directeurs régionaux de l'administration centrale, les présidents de fédé, c'est 100% de costumes. Enfin, voilà, costard. Elle me dit, eux, ils savent que je peux toujours parler. Dans 2-3 ans, peut-être que demain, je suis plus là. Et donc, cette inertie, elle est aussi liée à notre système politique. Et pourtant, le projet qu'elle portait était extrêmement intéressant. Alors moi, je note un petit truc, mais la jeunesse là qui est là va peut-être me dire si j'ai raison ou tort. Moi, je trouve que les réseaux sociaux nous aident à faire du transverse avec tous les sports féminins, parce que finalement, les filles finissent par se connaître, elles finissent par aller se supporter, on voit des trucs qui sont échangés, partagés, et je dirais que du coup, là, j'ai une grosse sympathie pour les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, c'est le sport féminin dans son ensemble. Je suis revenue sur l'éducation tout à l'heure des enfants, mais c'est effectivement le sport féminin dans son ensemble qui a besoin d'être porté et d'être développé pour tous les sports, et il n'y a pas que le football. Et si le football, dans cette Coupe du Monde, peut accélérer les choses, ne nous en privons pas, et merci à la médiatisation. Bonsoir, merci à vous toutes d'être là. J'avais une question par rapport à la D1. Déjà, est-ce que vous connaissez le nombre de femmes licenciées, de femmes professionnelles en D1? Et puis, pourquoi un tel gap entre des équipes comme Lyon et le PSG avec le reste? Et comment avoir plus de Lyon et de PSG au sein de la D1 française? Sur la D1 féminine. La D1 féminine. Il y a les clubs professionnels, voilà, commencent un petit peu à investir aussi le sujet des femmes dans le football, et donc commencent à injecter un petit peu d'argent aussi dans les sections féminines, ce qui n'est pas encore le cas de tous les clubs professionnels. Je crois qu'il y a Sochaux et Rennes. Sochaux et Rennes, c'est bien entendu, qui n'ont pas encore de section féminine. Voilà, la salle est en folie. Non, c'est quand même pas très bien. Voilà, je pense qu'il y a une. C'est difficile aussi parce que d'injecter de l'argent quand on est un club professionnel masculin, parce qu'on sait aussi que Jean-Michel Aulas a investi le terrain depuis longtemps. Et j'ai entendu une histoire qui était celle-ci, qui était l'AS Saint-Étienne, je crois. Je mets je crois des guillemets parce qu'on ne sait jamais. Je préfère me sécuriser et me protéger là-dessus. C'est qu'en fait, le président de l'AS Saint-Étienne disait qu'il n'allait pas forcément injecter énormément d'argent. Il allait en injecter un petit peu, mais pas, il n'allait pas en mettre plus, parce que de toute façon, la concurrence allait être déloyale. Parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas gagner. Saint-Étienne joue en D2 et n'avait pas monté en D1 pour l'instant. Mais c'était, je crois, à l'époque où ils étaient en D1. Et en fait, ils ne pouvaient pas forcément investir beaucoup d'argent, dans la mesure où de toute façon, il allait perdre de l'argent sur la D1 féminine. Donc voilà, ça c'était un petit sujet sur l'investissement des clubs masculins et professionnels. Et tout à l'heure, Christine, tu disais que c'était la LFA qui portait les clubs la D1 féminine. Moi, je suis assez favorable à ce que la D1 féminine soit absorbée par la LFP,
parce que la LFP est la ligue de football professionnel et qu'à un moment donné, il ne faut pas utiliser le football au féminin comme un outil politique et d'essayer de le mettre comme les garçons et en même temps garder malgré tout notre âme, quoi. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait une homogénéité de la structure et du développement de la pratique féminine à haut niveau. Les femmes sont dirigées, sont sous l'égide de la Ligue de football amateur qui est au sein de la FFF. En fait, on a vu là très récemment que le LOSC, l'équipe de Lille, donc Lille, après, comme on a dit, Sochaux-Rennes, Lille qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions et qui donc va avoir une manne financière énorme dans le club, elle vient d'annoncer la suppression de l'équipe 2 féminine, donc l'équipe réserve. Il y a une équipe qui doit jouer en D1 ou D2. Donc effectivement, pour les avoir croisés ce week-end, apparemment de ce qu'ils disent, c'est qu'ils reviendraient sur leur décision. Donc merci à tout le monde de s'être mobilisé et c'est là où les réseaux sociaux servent beaucoup et qu'il faut continuer de les utiliser. Pour rebondir sur Olas, qui est capable de mettre 7 millions par an en perdant de l'argent, donc déjà il n'y en a pas énorme. Des personnes comme ça. Et puis, par exemple, l'exemple du FC Juvisy, moi, ça m'avait marqué. Le FC Juvisy, à l'époque, avant de se fusionner avec le Paris FC, tout en allant chercher, en écumant tous les sponsors des alentours. Vraiment, tu connais ce taf, en appelant 72 présidents d'entreprise, etc., etc. Ils arrivaient au max à récolter 1 million d'euros. Donc déjà, ça fait entre 1 et 7, c'est énorme le nombre de joueuses qu'on peut payer, qu'on peut transférer, etc. Donc, Loulou Nicolin a investi aussi beaucoup d'argent. Il y en a pas 10 000 quoi, des personnes comme ça. Et puis d'avoir aussi de parier, c'est comme ça qu'il exprime, de parier sur le football, la pratique féminine. Je me demandais par rapport à l'histoire qu'il y a eu sur je crois à Clairefontaine, que les garçons récupéraient la chambre. Est-ce qu'il y a justement des politiques ou des personnes à la FFF qui ont pris position, où tout le monde a dit comme Deschamps que c'était, qu'ils prenaient juste la chambre pour 2 jours et qu'après ils leur rendaient, quoi. Moi, j'ai juste entendu Corinne Diacre après étouffer un peu l'affaire. Je crois que Didier Deschamps a parlé. Je pense que vous le savez peut-être mieux que moi, mais je crois que Corinne Diacre était une des premières à dire que c'était pas un sujet, que c'était prévu comme ça et que voilà, c'était normal. My question is, why is Clairefontaine not big enough for men and women? Was it only built for men? Pourquoi Clairefontaine n'est pas assez grand pour accueillir les 2 équipes en même temps? Alors moi j'avais une question. Est-ce que vous pensez que le 7 juillet, on va ramener la coupe à la maison? Non, on verra que le meilleur gagne. J'espère que la France sera bien placée parce que, encore une fois, au-delà de l'enjeu sportif, je pense que notre visibilité dépend, comme tu le disais, des retombées économiques et que c'est sans doute le plus important. Donc que les stades, et là, Brigitte avait raison, que les stades soient remplis. J'ai essayé de décoder derrière et c'est hyper important pour montrer qu'effectivement il y a un intérêt. Alors on doit encore le montrer, oui on doit encore, mais faisons-le encore un peu pour faire en sorte que on y arrive et que ça avance ensuite beaucoup plus rapidement. Moi je vois l'Angleterre bien positionnée. France-Angleterre, ça serait pas mal en finale. Le Japon, champion du monde. Elle me l'a enlevé. J'ai été époustouflée quand j'ai vu cette équipe japonaise. Tous ces petits gabarits, plein de finesse, plein d'intelligence tactique, qui ont accepté sans broncher dans une organisation magnifique, la domination incroyable des Américaines, qui mettaient de la puissance, de l'énergie, du gabarit, de tout. Eh bien, elles étaient là et à chaque fois elles récupéraient le ballon et une capacité à transférer immédiatement le jeu vers l'avant avec une joueuse d'exception, ça aussi pour finir les actions. Eh bien, là, le football collectif, franchement, extraordinaire. Et une équipe qui gagne la Coupe du Monde, c'est une équipe. Voilà. Et je pense que la dernière l'a démontré. On n'a pas été les meilleurs dans le football, mais on avait quand même un groupe très fort. Et c'est, je pense, ce qui nous a fait gagner. Donc c'est marrant que tu dises Japon, parce que je pensais que j'allais être un peu une berlue, mais je pense aussi au Japon. Malgré tout ce qu'on dit sur la FFF, tout ça, moi j'aimerais bien que la France gagne. Well, before I make a prediction, some fun facts, okay? Home ground advantage has not been very important in the Women's World Cup so far.
Last time Canada went out in the quarterfinals. Germany went out in the quarterfinals. Do we mention Germany? No, maybe not. And I think the last home team that won was America in 1999. So this is not such a big advantage for 20 years. Le fait de jouer à la maison n'est pas forcément... Donc elle a cité toute une série d'équipes qui ont perdu, le Canada dehors au quart, l'Allemagne aussi. Les derniers qui ont gagné à la maison, c'est les Américaines. Donc voilà, je pense que là vraiment, elle dépasse même le facteur home factor. So the other important fact is that women coaches have won every World Cup, every Olympic gold medal, and every European Championship in all tournaments since the 2000 Olympics in Sydney, apart from one, and that was the Japanese coach. But every other World Cup, Olympics and Euros since 2000 has been won by a team coached by a woman. Donc l'autre facteur, c'est que toutes les équipes tous les tournois internationaux, Coupe du Monde, Euro, etc., ont été gagnés par des équipes entraînées par des femmes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. So I think my top 3 tips, apart from Australia, which I'll politely leave aside for the moment, would be United States, France, and Germany, who all have female coaches. Voilà, États-Unis, Allemagne et France, qui ont toutes les équipes entraînées par des femmes. Et l'Australie, si elle a dit que par gentillesse, elle va dire ça, mais enfin, elle y croit pas trop. Alors, j'ai apprécié, j'ai entendu 2 mots qui m'ont plu, à savoir le mot révolution et renverser le système. Ça m'a beaucoup plu. Non, mais je pense, pour un peu résumer, voilà, il y a les problèmes majeurs que l'on rencontre aujourd'hui dans le sport féminin en général, sont le problème de l'investissement de nos politiques. À quel que soit le niveau, la peur des joueuses de perdre leur statut, leur boulot, leur position, d'être punies. Ça, c'est voilà quoi, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et le rôle des médias. Bon, après, je pense pas qu'on puisse attendre beaucoup des médias dans notre pays, mais bon, ça c'est mon point de vue. Désolée pour des médias majoritaires, va-t-on dire. Et ensuite, les choses que l'on peut faire, c'est vraiment s'allier les unes entre les autres pour prendre la parole. On a entendu tout à l'heure aussi celles qui sont libres, qui ont la possibilité de prendre la parole et qui n'ont pas peur de perdre leur position, vraiment voilà, d'aller vers l'avant et d'essayer de réunir derrière elles. L'éducation, évidemment, qui prend toute sa place ici. Et voilà, quoi, le fait d'essayer de faire avancer les choses pas à pas, pour essayer de renverser un peu ce système qui a besoin justement d'un bon coup de balai. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde et bonne soirée. Voilà, c'est la fin de la Coupe du Monde et d'À défaut de twerker. Je remercie tout d'abord toutes les invités qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Annie Fortems, Djedjika Kachenura, Frédéric Jossinet, Véronica Noceda, Mylène Chavas, Mélissa Plaza et toutes les guests du débat des dégommeuses, Moya Dodd, Candice Prévost, Mélina Boetti, Nicolas Barre et Christine Aubert. Un gros merci à Podcut, particulièrement à Fanny, Souzix et Julien, mais aussi à toute la communauté qui m'a soutenue par ses messages, voire par ses productions audio, Wink Wink, Lisa et Noémie. Merci à l'équipe de France, à toutes les footballeuses et à toutes les sportives du monde entier. Merci à celles qui ont ouvert la voie et celles qui continuent de lutter. Mais surtout, un gros merci à ma communauté féministe et derby. Mes premières fans, mon premier soutien, celles qui se sont démenées pour me trouver des super guests. Pour finir, merci à My Love Koshka, qui a fait ce merveilleux logo d'À défaut de twerker. Bisous à tous, je vous aime. Bisous. Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues,
entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes